How are you? I'm good, you? I'm good. Is the wife and kids asleep? Yes. Like to talk to other girls or something? Is that why you're on here? Yes, but there's more than talk, it's slow as well. It's more than talking? Yeah. You like to get free? Yeah. How old are you? I'm 60, how old are you? I'm 16. So did you get your tits out? What? You get your tits out? Your tits out. You don't show, do you? You wanna show me your tits? You want to see my whole body? Oh, yeah, of course. Oh yeah. Les applications de rencontres, à première vue, ça n'a rien de bien terrifiant. Mais derrière cette façade, elles cachent souvent des récits bien plus sombres, remplis de harcèlement, de manipulation et parfois même de drames irréparables. Ce genre d'histoire, on en entend déjà beaucoup trop. Mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est autre chose. C'est une horreur insoupçonnée, quelque chose qui dépasse les frontières de l'entendement. Une plongée dans un univers si perturbant qu'il vous fera vous remettre en question et remettre en question ce que vous pensiez savoir sur les sites de rencontres. D'ailleurs, question, vous pensiez que les applications de rencontres étaient dangereuses pour les adultes? Eh bien, attendez d'entendre parler des plateformes créées pour les enfants. Oui, vous avez bien entendu, des applications de rencontres destinées aux mineurs, vendues comme des espaces sûrs où les jeunes peuvent se faire des amis. Mais derrière cette promesse innocente se cache en vérité quelque chose de bien plus terrifiant. Ces plateformes sont devenues des terrains de chasse pour des individus dont les intentions sont aussi malsaines qu'imaginables. Pourquoi de telles applications existent-elles? Des applications de rencontres pour des jeunes de 13 ans. Qui a pensé qu'il était une bonne idée de donner aux prédateurs un accès direct à leurs victimes? Et surtout, que se passe-t-il réellement dans l'ombre de ces interfaces colorées et engageantes, censées attirer la confiance des plus jeunes? Je ne me suis pas contenté de poser ces questions, j'ai décidé de chercher des réponses. Mais attention, ce n'est pas une simple enquête, c'est une descente dans les abysses. Ce que j'ai découvert, ce que j'ai vu et expérimenté dépasse ce que vous pouvez imaginer. Des messages explicites envoyés à des enfants de 12 ans, des algorithmes qui semblent presque complices, facilitant les approches, et pire encore. Ce que j'ai découvert va au-delà de l'imaginable. Une vérité si sombre qu'elle va vous hanter bien longtemps après avoir éteint votre écran. Envoie ton cul à 2 minutes, sinon je poste partout. Arrête ça. Si tu envoies, tu vas peut-être pleurer, te sentir mal, mais au moins t'auras pas une réputation dans toute ta vie. On donnera pas ton adresse, on contactera pas tes parents. Mais avant de vous révéler mes découvertes, permettez-moi de vous expliquer comment ces applications fonctionnent. Parce que comprendre leur rouage, c'est comprendre comment elles ont permis à l'horreur de prospérer. Et croyez-moi, la vérité derrière leur conception et leur utilisation va vous glacer le sang. Alors, question. Êtes-vous prêt à descendre avec moi dans cet univers sombre et dérangeant? Préparez-vous, car une fois qu'on y sera, il n'y aura pas de retour en arrière. Bienvenue dans Mysteria. À l'origine, ces applications ont été conçues dans un but qui, sur le papier, semblait plutôt noble, offrir un espace en ligne sécurisé pour les plus jeunes, 13 ans au minimum, un lieu où ils pourraient discuter avec des personnes entre guillemets de leur âge et partager leurs intérêts, créer des amitiés, etc. L'idée était de répondre à un besoin évident dans une société où les adolescents passent de plus en plus de temps connectés. Ces plateformes se présentaient comme des outils modernes pour faciliter la socialisation des mineurs dans un cadre virtuel contrôlé, avec des slogans tels que « Outre des amis de ton âge facilement et en toute sécurité ». Le service vendait une image rassurante aux parents et attrayante pour les plus jeunes. Le public cible de ces applications est très clair, des enfants et préadolescents, généralement âgés entre 8 à 17 ans. En vérité, les plateformes offrent des fonctionnalités qui, à première vue, paraissent adaptées à leurs jeunes audiences. Des chats pour échanger des messages directement, des options de partage de photos et de vidéos, et parfois même des outils de géolocalisation pour rencontrer des amis à proximité. Et il est là le problème. Si on gratte sous cette surface en apparence innocente, de nombreux experts en cybersécurité ont tiré la sonnette d'alarme, et ce, depuis longtemps déjà. Malgré les garanties affichées par ces plateformes telles que des systèmes de modération automatisés ou des algorithmes prétendument conçus pour repérer les comportements suspects, la réalité est bien différente. De nombreux parents rapportent des incidents troublants, des messages inappropriés envoyés à leurs enfants, des tentatives d'intimidation ou des demandes explicites de rendez-vous. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard.
Derrière ces promesses de sécurité, un sombre tableau émerge. Ces applications, loin de protéger leurs utilisateurs, sont devenues au contraire des terrains de chasse pour prédateurs qui exploitent les failles béantes de ces systèmes pour cibler les plus vulnérables. D'ailleurs, une des premières failles flagrantes de ces applications est l'absence de vérification d'identité effective. Dans la majorité des cas, il suffit d'entrer une fausse date de naissance pour y accéder, ce qui permet à n'importe quel adulte mal intentionné de se faire passer, malheureusement, pour un adolescent. Les prédateurs exploitent fortement cette faiblesse en créant tout un tas de faux profils à l'aide de photos volées ou de nos jours générées par l'intelligence artificielle, rendant leur détection presque impossible. Certaines fonctionnalités, en apparence innocentes, encore une fois, se transforment en outils redoutables entre les mains de ces individus. Par exemple, la géolocalisation, comme je viens de vous en parler, qui devrait initialement aider à trouver des amis proches, devient un moyen pour les agresseurs de localiser physiquement et avec précision leurs futures cibles. De même, les chats privés et les options d'envoi de médias, photos et vidéos, permettent des échanges que les modérateurs ne peuvent pas surveiller en temps réel, étant donné que c'est crypté d'un bout à l'autre. Les algorithmes eux-mêmes censés améliorer l'expérience utilisateur facilitent souvent ces abus. En recommandant des profils compatibles basés sur des centres d'intérêt ou des données géographiques, ces systèmes peuvent involontairement rapprocher des prédateurs de leurs victimes potentielles. Les chiffres confirment cette inquiétude. Selon plusieurs rapports, les cas d'abus, de harcèlement et même d'enlèvement liés à ces plateformes sont en constante augmentation. Les récits d'incidents, bien qu'anonymes et tant mieux pour protéger les victimes, sont glaçants. Malgré ces preuves accablantes, une question demeure. Qui sont ces prédateurs et comment parviennent-ils à agir dans l'ombre, presque impunément ? L'une des stratégies les plus courantes utilisées par les prédateurs sur ces applications est connue sous le nom de grooming. Ce terme anglais implique, plus ou moins entre guillemets, de gagner progressivement la confiance de l'enfant, généralement en se faisant passer pour un autre enfant, un ami ou un mentor. Les conversations débutent le plus souvent par des échanges anodins, des compliments sur une photo ou des discussions sur des centres d'intérêt communs. Et le problème, il est là. Très rapidement, le ton change, des demandes plus personnelles émergent, des photos, des messages vocaux ou alors l'accès à d'autres réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram ou le téléphone personnel de la personne. Les profils fictifs jouent un rôle crucial dans ce processus. Les prédateurs investissent du temps pour rendre leurs personnages crédibles. Des adolescents avec une histoire, qui partagent des passions, d'ailleurs souvent les mêmes que leurs cibles, ou même des figures d'autorité qui semblent sincèrement vouloir aider. Ces faux profils sont souvent accompagnés de plusieurs photos attractives et de descriptions soigneusement pensées. Malheureusement, pour les jeunes victimes, les conséquences sont tout le temps dévastatrices. Manipulés psychologiquement, ces jeunes tombent dans des spirales d'anxiété, des fois de honte et parfois de perte de confiance en soi. Certains de ces cas, et c'est là que c'est compliqué d'écrire cette vidéo, vont même jusqu'à des tragédies extrêmes, allant d'enlèvements, d'abus physiques, d'abus moraux et de suicide. Ce qui soulève une question troublante. Pourquoi ces plateformes continuent-elles d'exister alors que leurs risques sont évidents, ont été prouvés au fil des années et surtout pourquoi les autorités peinent-elles tellement à intervenir efficacement ? Pour comprendre la réalité de ces applications, j'ai créé plusieurs profils fictifs pour m'y infiltrer, sur 3 précisément. En adoptant l'identité à chaque fois d'une jeune utilisatrice. Et en moins d'une heure sur les 3 applications, j'ai reçu immédiatement des messages. Et au début, les messages étaient anodins, quasiment pour tous. Mais rapidement, tout a pris une tournure inquiétante. Certains individus ne perdaient pas de temps et me posaient des questions personnelles, me demandaient des photos inappropriées ou alors m'envoyaient des photos inappropriées, sans jamais prendre mon consentement. En analysant les conversations, j'ai remarqué qu'il y avait comme des patterns. Plusieurs profils semblaient coordonnés, répétant les mêmes techniques pour attirer leur cible. Et puis, il y a eu cette découverte. Mais avant de vous en parler plus en détail, faut que je vous présente le coupable au cœur de toute cette enquête. Je vous présente Youbo. Youbo, c'est un site de rencontres français pour enfants avec une limite d'âge minimum de 13 ans. Et je cite leur politique. Le système exige que les utilisateurs prennent une photo d'eux en temps réel dans l'application. En gros, pour valider leur âge, il y a des dizaines de moyens de tricher là-dessus.
Mais encore, si ce n'était que ça, il suffit de quelques minutes sur cette application pour voir le côté malsain de Yubo. La plupart des profils paraissent majeurs déjà, mais c'est pas tout. L'application promouvoit à fond l'apparence physique et la comparaison à un public très jeune, très jeune. Et maintenant, je vais vous raconter une petite histoire vis-à-vis de Yubo. Une histoire qui commence de manière complètement classique, mais qui bascule lentement dans l'horreur absolue. C'est l'histoire de Lena, une adolescente de 13 ans, pleine de vie, curieuse, comme beaucoup de jeunes de son âge d'ailleurs. Tout commence le 28 août, un jour ordinaire, elle est tranquillement posée dans sa chambre, quand Lena décide de rejoindre quelques camarades d'école sur une application de rencontre très populaire chez les jeunes de son âge, l'application Yubo. C'est une application censée être amusante et sécurisée, comme lui disent ses meilleurs amis. Elle permet d'ailleurs de se faire d'autres amis, donc pourquoi pas. Tout semblait innocent et à première vue, rien ne semble bizarre. Même si, sur le principe, Lena a déjà entendu des histoires un petit peu étranges de jeunes qui installent des applications du type Tinder, mais c'est pas grave, elle est pas inquiète. Petit aparté en parlant de Tinder, Yubo et Tinder, si on les compare, ont des modèles très similaires, que ce soit dans leur subscription ou que ce soit dans le fait de liker, de swiper, de choisir, c'est tout à fait la même chose. Dès les premiers jours, Lena connaît un véritable succès. Plus de 300 likes en seulement quelques heures, des centaines de messages qui affluent et sa dopamine qui atteint son paroxysme. Au départ, elle est heureuse, euphorique, ça la fait sourire. Après tout, qui ne se sentirait pas flatté par autant de réussite? Mais très vite, les choses vont prendre une toute autre tournure et quelque chose commence à la déranger. Au milieu de ces compliments légers et des discussions plutôt anodines, se glissent des messages différents. Des invitations étranges, insistantes, par exemple « Viens, on parle sur Snapchat ». Ou d'autres même bien plus explicites, profondément troublantes. « Est-ce que tu veux voir des vidéos où je suis en train de faire l'amour ?» Lena est choquée. Ces mots si crus n'ont rien à voir avec l'expérience qu'elle imaginait en arrivant sur Yubo. Rappelez-vous, Lena n'a que 13 ans. 13 ans! Elle est seule dans la pénombre de sa chambre, son téléphone entre ses mains, et elle tremble en lisant ces mots qu'elle reçoit. À mesure que les jours passent, les messages deviennent de plus en plus intrusifs. La majorité des sollicitations qu'elle reçoit sont des demandes explicites, des requêtes de photos en petite tenue. C'est comme si elle était prise au piège, harcelée sans répit. Parce que d'un côté, elle a envie de plaire à ce jeune garçon de 15 ans, extrêmement beau, extrêmement séduisant, qui lui demande une photo en petite tenue. Après tout, il a presque son âge, quel est le risque ? Lena commence à se sentir isolée, submergée par une angoisse grandissante. Elle n'en parle à personne, pas même à ses parents. Peut-être que c'est de sa faute à elle, après tout, que c'est elle qui a fait quelque chose de mal, c'est un cercle vicieux. Mais ce n'est que le début du cauchemar. Un jour, elle va faire la connaissance de Sofia, une autre adolescente de 14 ans présente sur la plateforme. Contrairement aux autres utilisateurs, Sofia semble sympathique, mais surtout elle semble normale, quelque chose de rare sur cette application au final. Elle ne demande de Lena aucune photo, aucune vidéo, aucune information personnelle. Bref, tout se passe bien. Elle partage avec Lena d'ailleurs son ras-le-bol des garçons obsédés. Enfin, quelqu'un qui la comprend. Les deux adolescentes commencent à échanger régulièrement, tous les jours, et très vite elles deviennent amies. Sofia ressemble à une bouffée d'air frais dans cet environnement toxique. Mais progressivement, quelque chose va changer dans leurs échanges. Sofia commence à aborder des sujets étranges, des idées qui mettent Lena mal à l'aise. Elle parle de son attrait pour les hommes plus âgés, par exemple, affirmant qu'ils sont plus intéressants, plus matures et plus beaux que les garçons de leur âge, à savoir 13-14 ans. Lena, influençable, se laisse doucement convaincre. Après tout, Sofia est cool avec elle depuis des jours, elles sont bien amies et elle n'a jamais été bizarre, donc elle doit savoir de quoi elle parle. « Sortir avec un mec de 30 ans, ça doit être plutôt cool, non ?» dit-elle un jour. Lena hésite, mais ne répond pas. Sofia continue donc dans sa lancée. « Tu sais, 45 ans, c'est encore mieux. Ils savent comment prendre soin de toi. » Lena commence enfin à avoir des doutes, elle sent que quelque chose est bizarre, mais elle ne veut pas perdre cette belle amitié qui lui semble précieuse, car c'est la première personne qui lui a apporté du réconfort quand elle en avait besoin. C'est donc dans ce moment de doute que Sofia va alors proposer quelque chose d'inattendu, une rencontre dans la vraie vie. Lena hésite, mais finit par accepter. Après tout, elle croit que Sofia est une amie sincère de 14 ans. Le jour de la rencontre arrive, Lena ressent une étrange nervosité. Elle se prépare pour sa rencontre avec son amie, c'est le moment qu'elle attend depuis longtemps. Elle quitte la maison, prétextant à ses parents une sortie banale, prend le premier bus et arrive sur les lieux de l'endroit convenu, où elle se met à attendre Sofia, nerveusement.
Elle attend sur un banc, regarde sa montre, les minutes passent et personne n'arrive. En tout cas, aucune fille de 14 ans. Mais à sa grande surprise, ce n'est pas une adolescente qui va se présenter. C'est un homme. Grand, mince, les cheveux grisonnants, la mine sombre, presque sale. C'est l'oncle de Sofia qui est venu la chercher. Lena hésite, mais se dit que si Sofia a envoyé son oncle la chercher, c'est sûrement qu'il y avait une bonne raison. Pourquoi pas? À vrai dire, pourquoi devrait-elle se méfier de son ami? C'est seulement quand elle va monter dans la voiture que l'angoisse va la frapper, comme un vent glacial. Les portes vont se verrouiller automatiquement, le regard de l'homme va changer, devenir froid, calculateur, et Lena va alors comprendre. Lena va alors comprendre qu'elle a fait une terrible erreur, et qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Elle est seule, personne ne sait ce qu'elle fait, personne ne sait où elle est, et c'est tout. Ce soir-là, malheureusement, Lena ne rentrera pas chez elle. Sa famille lancera des avis de recherche. Sa photo sera placardée dans toute la ville, mais elle restera introuvable. Les jours passent, les semaines passent et l'espoir se fait de plus en plus rare. Quant à Sofia, eh bien, il s'avère que Sofia n'était jamais une adolescente. Derrière ce profil se cachait cet homme, un prédateur de 45 ans, qui avait une patience extrême pour jouer à des jeux de rôle avec des jeunes enfants, notamment des jeunes filles, pour parvenir à ses fins. L'histoire que je viens de vous raconter, elle est vraie à 80%. Ce que je vous ai raconté, tout s'est effectivement passé, sauf le kidnapping. Car Lena, c'était en vérité le roi des rats, qui faisait une enquête sur Yubo lors de sa vidéo LMPC 18, publiée il y a 5 ans déjà. Seule la partie du kidnapping n'est pas véridique. Je l'ai inventée, car j'imagine que c'est à peu près ce qui serait arrivé à une vraie jeune fille de 13 ans. Grosse force au roi des rats pour sa vidéo, pour sa prévention faite à l'époque, et si vous l'avez pas déjà vue, la vidéo, foncez la voir. Mais du coup, pourquoi cette histoire? Parce que, eh bien, la prévention sur ces sujets n'existe presque plus et se fait de plus en plus rare, alors que ces fléaux, eux, ils continuent d'exister. Là, je vous ai parlé de Yubo, mais en faisant mes recherches étendues sur le sujet, ce genre de personnes sont partout, sur Facebook, sur Instagram, sur des jeux vidéo pour enfants, sous des vidéos YouTube, en réseau, extrêmement organisés, partout. Face à l'ampleur de ce problème, des solutions existent, mais elles nécessitent une mobilisation collective. Et pour être honnête avec vous, l'éducation joue un rôle crucial. Je pense que c'est important que les parents soient sensibilisés aux dangers de ces plateformes et qu'ils apprennent à reconnaître les signaux d'alerte. Enseigner à vos enfants les bonnes pratiques en ligne peut aussi faire la différence. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez signaler systématiquement les profils suspects, louches, pour soutenir les initiatives en ligne. Vous pouvez aussi en parler à vos petits-enfants, à vos cousins, à vos frères et sœurs, pour les prévenir, car la prévention, comme je viens de le dire, est le plus efficace des remèdes. Et voilà, faites attention à vous. Comme d'habitude, j'aime toujours mettre un petit message préventif dans mes vidéos, surtout dans ce genre de vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, pensez à vous abonner, liker la vidéo, et j'ai envie de vous demander de commenter pleine lune dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici. À la prochaine.